1914-1960, La Conquête, ou comment les disciples essaiment partout dans le monde, fondent des écoles et contribuent au rayonnement freudien. Au moment où éclate la Première Guerre mondiale, Freud a élaboré une partie essentielle de sa doctrine. Combattant le nihilisme thérapeutique de la fin du siècle, il a montré le rôle majeur de la sexualité dans la genèse des névroses. Devenu un savant reconnu, il s'est brouillé avec ses amis de la première heure, Joseph Breuer, Wilhelm Fliess, puis avec l'un de ses précieux partisans, Carl Gustav Jung. Entouré de ses disciples les plus fidèles, Sándor Ferenczi, Ernest Jones, Karl Abraham, il fonde en 1910 le mouvement psychanalytique international qui va conquérir le monde. Il vit à Vienne avec ses 6 enfants et 2 femmes qui veillent sur lui. Martha, son épouse, qui ne s'intéresse guère à la psychanalyse, et Mina, la sœur de celle-ci, qui au contraire l'accompagne dans ses recherches. Au début du conflit, Freud est pris d'un accès de patriotisme de courte durée. Il vit cette guerre comme une épreuve interminable, une violente et irrémédiable cassure. Il s'inquiète pour ses fils envoyés au front. Il a peu de patients, mais il poursuit son œuvre et donne des conférences à l'université de Vienne devant un public de plus en plus important. La guerre relance le débat sur l'origine traumatique des maladies nerveuses. Les psychiatres sont sollicités par les hiérarchies militaires pour dépister les simulateurs qui cherchent à fuir les combats. Ils utilisent des traitements électriques ou hypnotiques pour guérir les paralysies et les terreurs causées par le feu des grenades et des canons. Les soldats traumatisés sont souvent remis sur pied en une semaine, comme ce soldat anglais, pour être renvoyé au front et parfois à la mort. Après la Première Guerre mondiale, le paysage de la psychanalyse se transforme. Les écrivains et les intellectuels viennois ont l'impression d'avoir perdu leur identité. Les conditions de vie après la guerre sont terribles. Freud consacre une large part de ses activités à sa propre survie. Nous sommes tous devenus des mendiants affamés, mais vous ne m'entendrez pas me plaindre. Je suis un homme debout et je ne me tiens en rien responsable des folies du monde. La défaite des empires centraux annonce l'insurrection hongroise. En mars 1919, Béla Kun proclame la République des Conseils et crée à Budapest pour la première fois au monde une chaire d'enseignement de la psychanalyse. Sándor Ferenczi est nommé à ce poste. 4 mois plus tard, la commune est réprimée dans le sang par les troupes de l'amiral Horthy, dictateur fasciste. Les psychanalystes prennent la route de l'exil et s'installent à Berlin.
Durant les premières années de la République de Weimar, Berlin, où existe déjà une forte tradition psychiatrique, devient un laboratoire pour l'essor de la psychanalyse. La capitale allemande accueille l'avant-garde du mouvement psychanalytique mondial. (1920) wurde das Berliner Psychoanalytische Institut gegründet. Max Eitingon war der Besitzer, würde man sagen. Er hat es finanziert und hat es zusammen mit einer Poliklinik, die 1920 dann errichtet wurde, zu einer Ausbildungsstätte werden lassen, die dann auch durch die erzwungene Immigration vieler Analytiker während der Nazizeit überall auf der ganzen Welt eigentlich zum Modellprojekt wurde. Anfangs haben sich die Psychoanalytiker vor allem ärmeren Bevölkerungsschichten zugewandt. Leuten, die verarmt waren und aufgrund ihrer neurotischen Entwicklung auch auf keinen grünen Zweig kamen. Und im Laufe der Zeit, also je mehr sich die Psychoanalyse so herumgesprochen hatte, desto mehr Zustrom bekam sie auch von Intellektuellen. Premier institut de formation du monde, la Polyclinique de Berlin va rayonner pendant plusieurs années. Les patients payent leur cure en fonction de leurs revenus et chaque thérapeute est obligé de mener au moins une cure gratuite. Cet engagement social offre de nouvelles perspectives au freudisme. Les candidats formés à la Polyclinique admirent Karl Abraham, premier médecin à avoir exercé la psychanalyse à Berlin dès 1907. Il est la figure orthodoxe du mouvement. Karl Abraham es muss wirklich eine sehr imponierende Gestalt gewesen sein. Er hat so als erster die Psychoanalyse ja in Berlin eingeführt und auch in verschiedenen Vorträgen, auch gegen die schlimmsten, abfälligsten Bemerkungen immer wieder verteidigt. Von Freud wird er als Roche de Bronze bezeichnet. Und er hat, was ich doch sehr eindrucksvoll finde, es ist nicht nur seine Originalität im Denken und in der Theorie, sondern auch seine Fähigkeit, eine Gruppe von Schülern, die aber nicht hörig sind, in höriger Abhängigkeit zu ihm standen, um sich herum zu sammeln und gleichzeitig auch ein loyaler Kontrapunkt zu Freud zu sein. Er war nicht in allen Dingen Freuds Meinung und Freud respektierte das. Parmi les nombreux élèves qu'il a formés, l'une va devenir célèbre, Mélanie Klein. Née à Vienne en 1882 dans une famille juive, elle se marie très jeune et se rend à Budapest où elle découvre l'œuvre de Freud. Her first analyst was Ferenczi, who actually understood Klein's geniality, and was Ferenczi who actually suggested that he should get interested in analyzing children. And then later on, due again to her personal circumstances, she went to Berlin and she met Abraham there, Karl Abraham, and started an analysis with him. There is a letter that Abraham writes to Freud where he describes the work that Melanie Klein was doing with very small children. And again, it's Abraham who says, well, the future of psychoanalysis will pass through Melanie Klein. What she's doing is something so new. Mélanie Klein s'écarte de la doctrine freudienne classique en mettant l'accent sur les relations archaïques de l'enfant à la mère. Sa plus grande rivale sera Anna, la plus jeune des filles de Freud, la seule à s'engager dans la psychanalyse après avoir été analysée par son père. Well, Freud had certain rules about psychoanalysis, yes, and he published these rules in these famous papers on technique.
And one rule was you do not analyze anybody who's close to you, like a friend. The idea is that the ideal is to analyze a stranger. It seems as though Freud did not read Freud, because he analyzed his own daughter from 1918 on, which is, from a technical point of view, simply terrible. The two of them were virtually merged. I mean, once Freud discovered that she was brilliant, totally loyal, really indifferent to other men, and that she really, the man in her life was her father, and the woman in his life became his daughter. She became simply his alter ego. Antigone de la famille, Anna voue à son père une passion démesurée. Elle est à la fois sa disciple la plus fidèle, sa confidente la plus proche et son infirmière la plus dévouée. Elle deviendra un chef d'école et l'amie de tous les Viennois exilés dans le monde. En 1920, Freud est frappé par la mort soudaine d'une autre de ses filles, Sophie, sa chère éblouissante Sophie, emportée par une épidémie de grippe. Toute vie tend vers la mort. Freud développe un nouveau dualisme, la pulsion de vie et la pulsion de mort. Ces deux forces élémentaires s'affrontent pour l'éternité. Son livre, Au-delà du principe de plaisir, reprend le thème de la mort et annonce le remaniement de sa conception de l'appareil psychique. And then 3 years later, he goes on to develop the idea that the mind is divided not only by the drives, life against death, sexuality against aggression, but also almost, if you wish, a geographic division, which you can't quite find, as it were. He draws a little diagram, but the id, which is essentially inaccessible directly. It's as it were, so deeply buried that the only way in which you can get at it is indirectly, by mistakes, by dreams, by symptoms, and so on, which show something bubbling up inside. The ego, which is the id, of course, is totally unconscious. The ego, which is partly unconscious, partly conscious, and the superego, which is also partly conscious, partly unconscious. Now, the superego can be called simply, if you want, the conscience. Although it's a little more complicated than that, but it has some similarities. And the ego is, in a way, the part of the mind which deals with mastery of the world. It's in relation to outside forces. It acts on them. It receives them. It reinterprets them. It organizes the mind. But it is also partly unconscious. So it's not simply what we might call reasonable thinking, although that's part of it. And this division then serves to underscore the fact that mental conflict, which he has always been interested in, that mental conflict is simply everywhere. Because these three agencies, let's say, the id, ego, superego, are very rarely completely at peace with each other. And what you can get is a kind of suspension of hostilities, a truce. But much of the time, let us say, the superego will attack you. It is mostly, if not always, but mostly negative, punitive, is itself a source of feelings of guilt and so on. Now, this is actually, it turned out, I think, that this idea, plus the idea of the two fundamental forces, which are in opposition to one another, turned out to explain much more about mental operations than before. So in that sense, it's a real gain in clarity. Ces nouvelles théories ne sont pas facilement acceptées par les disciples, mais les candidats qui veulent se faire analyser par Freud pour devenir psychanalystes sont de plus en plus nombreux. La plupart d'entre eux viennent des États-Unis et cherchent à saisir le sens de la pratique analytique à travers une cure personnelle. Les Américains, à partir des années 1910 et jusqu'en 1925, s'enthousiasment pour la psychanalyse, parce que pour eux, c'est une thérapie du bonheur. Ils sont à leur façon très créatifs, les Américains. Il ne faut pas faire de l'anti-américanisme primaire, comme Freud l'a fait.
Freud a dit « La psychanalyse va aux Américains comme une chemise blanche à un corbeau », je crois. C'est sa phrase. Donc il les détestait. Il les détestait, on comprend pourquoi. Parce que quand ils ont commencé à venir se faire analyser à Vienne, en 1919, 1920 et jusqu'en 1930, pour cet esprit complexe, viennois, européen, qu'était Freud, habité par la mort, habité par des paysages, quoi qu'il en dise, je ne sais pas, de l'esthétisme de la Renaissance, de toute la culture classique. Eh bien, qu'est-ce qu'ils voyaient arriver? Des puritains qui avaient envie que les gens soient heureux. Rien n'est plus étranger à Freud que ce genre d'histoire. Freud cherche à disséquer l'âme humaine. Il est l'héritier du romantisme d'un côté. Et quand il est clinicien, il cherche à guérir, il cherche pas à adapter. C'est deux choses différentes. Il cherche à ce que quelqu'un comprenne ses symptômes, non pas aille mieux, se comprenne. C'est à la gare de Vienne en 1921 que plusieurs Américains et quelques Anglais arrivent pour rencontrer le maître. L'un d'entre eux, Abraham Gardiner, psychanalyste et anthropologue, se souvient. Freud came down to meet his new analyst and No. He was coming home from his vacation. And we met him at the railroad station. Let's see. And it was a very cold day. It was only September 25th, but he was dressed up in a fur coat and a slouch hat. And I was rather disappointed because I expected a more imposing-looking man. He was rather short. He was? Yes. He wasn't tall. He was only about 5'6", I would say. And not terribly imposing, extremely friendly, and very glad to see me, and... Did he speak English? Perfect. Perfect. And I was analyzed in English. $10 a session. Oh, that was a fabulous fee. Yeah. That was an enormous fee, considering that the dollar brought 3,300 crowns. So that meant 3,300 crowns times 10. That's 33,000 crowns. Imagine what that was if a good meal in Vienna cost 75 crowns. He was an extremely penetrating in his insights, by the way. This man was uncanny in his insights, but it was all draped around the Oedipus complex. He referred occasionally, he'd say, well, of course, this is an anal erotic thing and this is an oral erotic, but he wasn't systematic about it. Il est de nouveau frappé par un deuil. Son petit-fils préféré, Heinz, le fils de Sophie, meurt en 1923. Je supporte très mal cette perte. Je crois n'avoir jamais éprouvé un tel chagrin. Tout m'est devenu indifférent. Cette même année, son médecin détecte une tumeur cancéreuse à la mâchoire. Pendant quelque temps, il cache la vérité à Freud. Ernest Jones, son biographe et ami, fut le témoin des souffrances qu'il a endurées. It went on for 16 years. He had 23 operations in that time, major operations, with all sorts of things being done in between in the way of radium or X-rays or diathermy or different things to torture him, you may say, and manufacturing complicated dentures. Well, he was really never free of discomfort and mostly of pain. 16 years, which he bore with exemplary fortitude, resignation, quietness. Only once in all that time ever heard him complaining. And that was when he was really, it was almost unbearable. And he said, this is really unnecessary. Berlin, 1925. Karl Abraham meurt brutalement à 48 ans. Cette mort prématurée est ressentie comme un véritable désastre par les pionniers du freudisme. Berlin a perdu un maître et ceux qui l'a formé sont désorientés. Mélanie Klein quitte l'Allemagne et se rend à Londres à l'invitation d'Ernest Jones pour y donner une série de conférences sur son approche analytique. Elle est la première à analyser de très jeunes enfants pour essayer de comprendre l'origine des psychoses.
ces théories emportent l'adhésion des praticiens anglais. Her own ideas were practically that there was an original, although very primitive, relationship between the baby and its own environment, first of all with the mother, but as she called it, as a partial object, as a breast, as a piece of her body and so on, which gradually developed and became then more and more coherent. But what she was claiming is that according to her, the idea of a primary narcissism, a non-relationship between the baby and the mother, was something that she could not accept. That since the beginning of the life, there was some sort of awareness in the baby of the existence of somebody outside him that was not him. Fraction of seconds sometime, then the baby got back to his delusion or illusion that he was fused with the breast of the mother. But according to Melanie Klein, this is a fundamental structural characteristic of our life. It's a very, in some way, tragic vision. Pour Mélanie Klein, la naissance est une séparation douloureuse que l'enfant devra supporter en construisant son propre univers fantasmatique, composé d'objets bons ou mauvais, d'amour, de haine, d'envie. Elle est la première à développer une technique de jeu qui lui permet d'accéder à l'inconscient des enfants de 2 à 3 ans. En observant la manière qu'a l'enfant de jouer, elle déchiffre ses fantasmes et tente de saisir l'origine des psychoses infantiles. À mesure qu'elle élabore son système, elle en vient à situer le complexe d'Oedipe dès la première année et non vers 2 ou 3 ans comme l'avait supposé Freud. If one wants to have an idea in visual terms or in cultural terms of what Melanie Klein was trying to describe with her notions of unconscious fantasies, one could maybe use some experience related to contemporary art in general. One could be really Max Ernst. Think of the forests of Max Ernst. When you get near and what you see, these monsters. Max Ernst, André Breton, Salvador Dali, les surréalistes s'emparent des idées de la psychanalyse. Pour eux, elle est une expérience subversive qui révèle à l'homme sa vraie réalité. Le monde du rêve et de la folie, de l'invention et de l'altérité. Freud a été, je crois, très effrayé lorsqu'il a rencontré Breton, Salvador Dali encore plus. Pour lui, manifestement, c'était des énergumènes qui utilisaient sa théorie sans l'avoir bien comprise et qui étaient plus du côté de la bouffonnerie ou de la dérision que du côté d'une démarche littéraire ou artistique valide. Encore une fois, Freud est quelqu'un qui reste fidèle à une esthétique très classique et, si je puis dire, goethéenne, d'ordre et de clarté et de lucidité. C'est un homme des Lumières. Donc la déraison surréaliste mise en œuvre lui paraît une aberration totale. Les surréalistes célèbrent la beauté convulsive de la femme hystérique. Elle est à leurs yeux la nouvelle esthétique des temps modernes, comme l'extase mystique des femmes. Le Paris des années 20 a changé de visage et les rues sont pleines de bruit, les cafés regorgent de lumière. C'est le début des années folles. Les femmes ont raccourci leurs robes et coupé leurs cheveux. Partout éclate un nouveau style de modernité.
la psychanalyse fait son entrée avec retard dans le monde médical français et dans les salons littéraires. Alors pourquoi est-ce que la France est en retard? Pour beaucoup de raisons qui tiennent en effet à la caractéristique du savoir français. D'abord, il y a eu Pierre Janet, c'est-à-dire il y a eu donc un Freud français qui s'appelait Pierre Janet, qui était un psychologue, un des fondateurs de la psychologie clinique, de la même génération que Freud, et qui a élaboré lui aussi une théorie de l'inconscient psychologique, et qui avait au fond une célébrité presque aussi grande que Freud, et qui développait une théorie complètement aujourd'hui caduque, mais qui a rayonné pendant très longtemps. Il s'occupait aussi de malades hystériques, et donc il y a une tradition déjà implantée. Il y a en outre quelque chose vraiment de très fort, c'est le pays probablement le plus germanophobe pour des tas de raisons. Deux guerres avec l'Allemagne. Donc, toute théorie qui arrive d'Allemagne est considérée comme une théorie Bosch en France. Donc ça fait obstacle. Malgré ces résistances, deux groupes voient le jour en 1925 et 1926. La Société psychanalytique de Paris et l'évolution psychiatrique. Leurs fondateurs sont plus les héros d'une aventure que les théoriciens d'une doctrine. René Alendi, Eugénie Sokolnika, Henri Codet, Sophie Morgenstern, Adrien Borel, Rudolf Loewenstein, René Laforgue, Marie Bonaparte, Georges Parcheminet, Paul Schiff et Édouard Pichon. En France, Pichon est un personnage fascinant. À l'origine, c'est un grammairien, membre de l'Action française et admirateur de Maurras. Donc, rien ne prédisposait cet homme à s'intéresser à la psychanalyse. Il faisait même partie de ceux qui étaient les adversaires de la psychanalyse. Or, c'est un de ces personnages, comme moi je les aime bien, c'est un personnage paradoxal, qui va s'intéresser quand même à Freud au prix d'une distorsion personnelle extraordinaire. Pourquoi? Parce que Pichon, c'est la grammaire d'Amourette et Pichon que nous avons tous étudié dans notre enfance sans le savoir. C'est par l'intérêt qu'il porte à la langue et donc au concept et à l'idée que la langue façonne le sujet qu'il va s'intéresser à Freud. Il veut fabriquer un mélange de grammaire freudienne et de psychanalyse française. Et il va essayer de théoriser, de donner un contenu intelligent à cette psychanalyse à la française. Alors bien entendu, je ne sais pas comment dire, pour Freud, tout ça est des aberrations françaises. Pichon, ça n'existe pas pour Freud. Deuxième personnage, beaucoup plus complexe, c'est René Laforgue, qui est né en Alsace, et en Alsace allemande. Donc lui a une très longue correspondance avec Freud, c'est un psychiatre, spécialiste des psychoses, et c'est lui le fondateur du mouvement psychanalytique français. C'est lui qui envoie Marie Bonaparte à Freud. Arrière-petite-nièce de l'empereur et richissime princesse de Grèce, Marie Bonaparte est obsédée par ses problèmes sexuels et dévorée par l'ennui de sa condition d'altesse royale. En 1925, elle fait la connaissance de Freud. Son analyse avec lui fera d'elle une autre femme. Freud écrira à René Laforgue. La princesse fait une très belle analyse, c'est une femme remarquable, homme pour plus de la moitié. Marie Bonaparte met sa fortune et son pouvoir au service du mouvement et traduit les œuvres du maître. Elle se rend fréquemment à Vienne et devient une amie de la famille. Vienne 1929. Freud écrit « Malaise dans la culture ». Symbole du pessimisme freudien, le livre est l'expression de la haine et de l'agressivité qui frappent l'époque.
Les hommes sont maintenant parvenus si loin dans la domination des forces de la nature qu'avec l'aide de ces dernières, il leur est facile de s'exterminer les uns les autres jusqu'au dernier. Sombre présage, Freud dépose son manuscrit chez l'imprimeur en novembre 1929, juste une semaine après le Mardi Noir de Wall Street. La crise économique qui éclate avec la chute de la bourse de New York accentue la misère et la pauvreté en Europe. La République de Weimar est la plus touchée. En Allemagne, les incidents se multiplient, créant un climat de peur et d'insécurité qui profite au national-socialisme. En janvier 1933, Hitler est élu chancelier. La peste brune s'abat sur un monde qui n'a connu que peu d'années de paix. Ma langue est l'allemand, ma culture, mon œuvre sont allemandes. Je me suis considéré comme un intellectuel de culture allemande jusqu'à ce que j'ai remarqué la croissance d'un préjugé antisémite en Allemagne et en Autriche allemande. Depuis, je préfère me dire juif. Freud a toujours défini son judaïsme ou sa judéité sans définition. C'est comme les théologiens du Moyen-Âge qui ont essayé à définir Dieu par ce qu'on appelle via negationis. On ne peut pas dire ce que c'est Dieu, mais on peut dire ce que Dieu n'est pas. Alors il dit, de temps en temps, je ne suis pas juif par religion. Je ne suis pas juif par nationalisme. Je ne suis pas. Et après tout ça, par exemple dans ce préface, il dit, vous avez le droit de me demander, sans toutes ces choses, comment vous trouvez que vous êtes juif? Qu'est-ce que ça veut dire? Et sa réponse essentielle, c'est « Je ne peux pas mettre cette chose dans des mots. Peut-être un jour, la science comprendra, mais c'est une question des émotions très, très profondes, de solidarité avec mon peuple, solidarité et cette profondeur même atteste à l'importance de cette dimension dans ma vie. Ce que Freud veut dire, c'est qu'il y a quelque chose de juif fondamental qui peut se transmettre au cours des générations, qui peut être refoulé, qui peut être sujet à l'anamnèse, toutes sortes de choses, et que lui-même, il est héritier de cet héritage inconscient. Et pour ça, pas seulement qu'il ne veut pas se débarrasser de sa judéité, il ne peut pas. In Berlin, wie in anderen Universitätsstädten Deutschlands, wurden undeutsche und unsittliche Bücher von den Studenten eingesammelt und öffentlich verbrannt. Plus de 20 000 livres sont jetés aux flammes. Les étudiants nazis lancent leurs anathèmes. Contre l'exaltation des instincts corrupteurs d'âme, nous livrons aux flammes les écrits de Sigmund Freud. Quel progrès nous faisons? Au Moyen-Âge, on m'aurait brûlé. Aujourd'hui, on se contente de brûler mes livres. Avec ses lois raciales, le nazisme modifie violemment le paysage de la psychanalyse en Allemagne. Das Trennende waren ja dann die nationalsozialistische Rassengesetzgebung und die Hoffnung der nicht-jüdischen Analytiker bleiben zu können und unterstützt von Jones, der sich dafür einsetzte, dass die Psychoanalyse auch
formal in Deutschland bleiben könnte. Und das ging auf Kosten der jüdischen Kollegen. Auf der anderen Seite muss man wirklich sehen, dass Jones also ganz großartige Hilfe denen geboten hat, die Deutschland verlassen mussten. Also er spielte da eine ganz schwer zu durchschauende Rolle. Freud ne s'oppose pas à cette politique de collaboration avec le nazisme soutenue par Jones. La quasi-totalité des praticiens juifs prennent la voie d'un grand exil américain. Parmi ceux qui ont émigré, René Spitz, Berlin, Paris, New York, Erich Fromm, Berlin, New York, Mexico, Franz Alexander, Budapest, Berlin, Chicago, Siegfried Bernfeld, Berlin, Vienne, San Francisco, Sandor Rado, Budapest, Berlin, New York, Michael Balint, Budapest, Berlin, Londres, Max Eitingon, Berlin, Jérusalem, Robert Fliess, Berlin, New York, Frieda Fromm-Reichmann, Berlin, Rockville, Hélène Deutsch, Berlin, Boston. Es gab ungefähr eine kleine Gruppe von 14 Psychoanalytikern, die in Deutschland blieben, die nicht jüdisch waren. Die Führenden waren Böhm, Müller-Braunschweig, Kemper, Schulz-Henke. Ich möchte mal sagen, gemessen an den emigrierenden jüdischen Psychoanalytikern waren sie wirklich unbedeutend von dem, was sie geschrieben haben, von ihren geistigen Produkten her gesehen. Und es ist schwer zu sagen, aber ich denke, sie hatten einfach da auch eine Chance, sich der politischen Verhältnisse zu bedienen. Sie wären mit diesen jüdischen Rivalen und Konkurrenten nie auf einen grünen Zweig gekommen. La Polyclinique de Berlin devient l'Institut Göring du nom du médiocre personnage qui la dirige, Matthias Heinrich Göring, cousin du maréchal et organisateur d'une psychothérapie dite arianisée. En 1938, l'Institut Göring est placé sous la protection directe de Hitler. Parmi les freudiens qui acceptent de poursuivre leurs activités, Felix Boehm contribue à l'assimilation des homosexuels à des déviants. Karl Müller-Braunschweig défend l'utilité de la psychanalyse pour l'État national-socialiste. Werner Kemper participe au dépistage des névroses de guerre pour la Wehrmacht. L'Institut Göring se glorifie d'assurer le traitement psychanalytique gratuit de patients issus de toutes les classes sociales, à l'exception des Juifs. Die Terminologie der Psychoanalyse wurde verboten. Man durfte nicht von Ödipus, von Libido sprechen. Es gab eine strenge Sprachregelung. Also von daher muss man dann wirklich fragen, was ist denn nun noch psychoanalytisch an der erhaltenen Psychoanalyse? Ist denn da noch was psychoanalytisch genannt werden kann? Vienne, 1938. Freud écrit à Jones. La situation politique semble devenir toujours plus sombre. Il n'y a probablement pas moyen d'endiguer l'invasion nazie et son cortège de malheurs pour la psychanalyse, comme pour le reste. Le 11 mars 1938, les troupes allemandes envahissent l'Autriche. La violence antisémite se déchaîne. Le règne de la terreur s'installe, un mélange de purges ordonnées par l'envahisseur et un déchaînement de terrorisme spontané dans la population locale. On traque les sociaux-démocrates et on chasse cruellement les juifs. Certains Autrichiens montrent autant de férocité que leurs maîtres nazis. Dans sa très brève chronique qu'il tient depuis 1929, Freud écrit le jour de l'Anschluss, Finis Austriae, fin de l'Autriche. Sa réputation internationale et la vigilance de ses amis lui épargnent le pire, mais ses biens sont confisqués et son appartement fouillé.
Pour la dernière fois, Marie Bonaparte filme Freud dans son appartement du 19 Bergasse. Une fois encore, la caméra de la princesse se pose sur la collection des statuettes et des antiquités. Freud est triste mais résigné, décidé à se séparer de cette ville qu'il n'aimait pas. Le passage d'Anna à la Gestapo le convainc définitivement de partir. Grâce à l'intervention de William Bullitt, ambassadeur des États-Unis en France, et à la rançon que la princesse paye aux nazis, il quitte Vienne le 4 juin 1938, accompagné de sa femme et de sa fille. Ces 4 sœurs disparaîtront dans les ténèbres de la solution finale. Dolphy et Mitzi à Theresienstadt, Paula à Mali-Trostinek, Rosa à Treblinka. Freud arrive le 5 juin à Paris. Il passe sa journée dans les jardins de l'hôtel particulier où Marie Bonaparte a réuni des amis. Ce jour-là, Yvette Guilbert a chanté pour lui. J'ai vert yeux et fin sourcils, le chef blond, le nez très tisse, rond menton, blanche gorgette. Dites, dites-moi, suis-je belle? Et dites-moi, suis-je belle, moi? À Londres, Freud est chaleureusement accueilli par les autorités officielles. Quelque temps après, il emménage avec sa famille au 20 Maresfield Garden. Il y passera la dernière année de sa vie. Toujours entouré de ses chères statuettes, Freud consacre tout son temps à achever son dernier ouvrage, L'homme Moïse et la religion monothéiste. Depuis longtemps, il est obsédé par la figure du prophète qui a sorti les Hébreux de la léthargie en leur imposant des lois, en leur indiquant la terre promise et en leur enseignant une nouvelle spiritualité. Freud se demande une fois de plus comment le juif est devenu juif et pourquoi il s'est attiré une haine éternelle. Ne pouvant plus se déplacer à cause de son cancer, il demande à sa fille Anna de lire quelques passages du livre lors du congrès de psychanalyse qui se tient à Paris en juillet 1938, où sont rassemblés une dernière fois avant le grand exil tous les psychanalystes européens. Et ce passage, ou un des passages, raconte l'histoire traditionnelle juive du rabbin Yochanan ben Zakkai, qui vivait au temps de la destruction du Second Temple et de la dispersion des Juifs et vivait toute la catastrophe. Mais Yochanan ben Zakkai, dans le Talmud, ne perd pas l'espoir, au contraire. Selon l'histoire traditionnelle, il demande la petite ville de Yavne, en Israël, pour ériger une école. Et dans la tradition juive, et peut-être aussi dans la réalité, c'était cette activité. Sans temple, il y a l'école. D'étudier les textes classiques, de les commenter, de faire des exégèses nouvelles qui a sauvé le judaïsme.
Et il n'y a pas de question que Freud a trouvé ici dans cette histoire et veut communiquer cette histoire à l'international, que c'est une parabole pour la situation actuelle. Vienne, c'était Jérusalem dans le mouvement psychanalytique. Maintenant, même Vienne est du point de vue du mouvement est détruite. Mais pas de perdre l'espoir. Ce qui a sauvé le judaïsme sauvera aussi la psychanalyse. Le 21 septembre, Freud demande à son médecin de l'aider à mourir. Puis il ajoute « Parlez-en à Anna. Si elle pense que c'est juste, alors finissons-en. » Le 23 septembre, son médecin lui injecte une dernière dose de morphine. Ce fut la sublime conclusion d'une vie sublime, écrira Stefan Zweig. L'arrivée des Viennois à Londres crée une situation complexe. Elle accentue la rivalité entre Anna Freud et Mélanie Klein à propos de l'analyse des jeunes enfants, mais elle conduit aussi à une confrontation entre des praticiens dont les techniques, les pratiques et les mœurs ne se ressemblent pas. On appelle grande controverse les discussions menées de 1940 à 1944 par les Freudiens de toutes tendances réunis au sein de l'école anglaise. But besides the fight between Anna Freud and Klein as such, what is so important and so fascinating in the controversies as such is this discussion on the way in which Freud can be interpreted, or should be interpreted, or could be interpreted. Alors que les bombes allemandes déchirent le ciel, les grandes controverses se poursuivent. Puisque la guerre doit donner naissance à un monde entièrement différent de celui qu'ils ont connu, les Anglais et les exilés viennois font éclater leurs divergences sur la pratique et la formation des analystes. À la fin de la guerre, cette bataille d'Angleterre s'achève par un accord entre les différents protagonistes. From the great controversies, you can see already the three groups coming out. From one side, the Kleinians were allowed to go on with their own point of view. From another side, the Anna Freudians were allowed to stay in the society, although immediately after the war, Anna Freud created the Hampstead Clinics, in some way her own group, a bit outside of the society. But nevertheless, a lot of the Freudians worked inside the society, they trained people, and later on they created what today is called the neo-Freudian, the contemporary Freudian group. In between them, the indigenous group started to become more visible. Analysé par James Strachey, formé par Mélanie Klein, Donald Woods Winnicott devient la figure de proue du groupe des indépendants. Pédiatre, il s'intéresse essentiellement à l'environnement de l'enfant, à la manière dont s'effectue la transition entre le monde du fantasme et le monde de la réalité. En 1945, Marie Bonaparte reprend ses activités à la Société psychanalytique de Paris. Tyrannique et tournée vers le passé, elle n'occupe plus la même position face à l'émergence d'une nouvelle génération. La France va être très forte à partir de 1945 face à l'école anglaise, parce que toute l'Europe continentale est vidée des sociétés analytiques. Donc, bien entendu, à partir de 1945, ça n'existe plus en Allemagne, en Autriche, en Hongrie et dans tous les autres pays. L'Italie a été laminée, elle aussi, par le fascisme. Donc là, la France va être même le premier et le seul pays du continent à avoir une puissance psychanalytique face à l'école anglaise et face à l'école américaine. Et c'est ce qui explique qu'elle va conquérir une partie du monde latino-américain.
Donc la puissance française, c'est 1945. Et avec évidemment deux grands personnages, Françoise Dolto, qui émerge à partir de 1938, et Lacan à partir de 1932. Mais leur parcours dans l'histoire des générations mondiales de la psychanalyse, ils sont contemporains de Winnicott, donc de ce qu'on appelle la troisième génération psychanalytique, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas connu Freud. Psychiatre de formation, marqué par le surréalisme et la philosophie allemande, Jacques Lacan sera le dernier des grands interprètes de la pensée freudienne. Il fera école non seulement en France, mais en Europe et sur le continent latino-américain. Face à l'empirisme anglo-saxon et contre la tradition adaptative américaine, il redonnera à la psychanalyse son idéal de subversion perdu depuis la défaite des empires centraux. Il fera de l'inconscient un lieu de langage. Auprès de lui, Françoise Dolto, excellente clinicienne, sera une pionnière originale de l'analyse des jeunes enfants. Berlin 1945. L'Institut Göring est réduit en cendres. En Allemagne, le mouvement psychanalytique ne parvient pas à se reconstruire avec la même puissance qu'autrefois, d'autant que les héritiers de Freud cherchent à masquer leur passé de collaboration. Le déferlement du nazisme contraignit les disciples de Freud à modifier sa théorie originelle, imprégnée de métaphysique et de pessimisme. Ils transformèrent la psychanalyse en une théorie américaine de l'adaptation de l'individu à la société. En devenant américains, les Freudiens d'Europe adoptèrent une nouvelle identité. Vaincus et plusieurs fois humiliés, ils voulurent s'intégrer à ce monde qui les accueillait, l'Amérique puritaine et pragmatique. Aussi inventèrent-ils de nouveaux concepts qui les renvoyaient à l'image de leur propre désir d'assimilation, d'intégration. Nés polyglottes, ils n'eurent aucun mal à parler parfaitement l'anglais. Cependant, ils conservèrent toujours l'accent de leur langue maternelle, comme signe d'une nostalgie jamais éteinte. Distressing experiences in childhood may set up patterns which in later life will produce mental conflicts. Pratiquée essentiellement par des médecins, la psychanalyse américaine prônait l'idéal hygiéniste et religieux de l'homme sain dans un corps sain. Elle valorisait le culte de soi tout en cherchant à sauver l'homme des illusions d'un narcissisme destructeur. Elle voulut éradiquer la folie, la déviance, la marginalité, la névrose quotidienne, au prix de se convertir en une thérapie du bonheur individuel au service de la libre entreprise. À partir de 1970, elle connut un véritable déclin. Trop fragile, trop empirique et trop inféodée au savoir médical, elle ne put résister au puissant essor de la pharmacologie qui prétendait guérir à coups de pilules la mélancolie de l'âme et les malheurs de la société. The last book that he ever wrote, the outline of psychoanalysis, which he didn't finish, lived to finish, and the outline of psychoanalysis, Freud writes, and most people have never gotten to this point, that the time may come, he said, when the psychoanalytic therapy, the couch and all that, will be supplanted by something else. And the day may come when there will be medication which will not just make you feel better, like having, you know, a bottle of wine, but really make a genuine change in your mind. And this may come. And when it comes, then perhaps psychoanalysis, which is expensive and slow and lasts long, will be supplanted by this new technique. But even if Freud is right in this speculation, I would still think that what he says about human nature at work, which is incomplete the way he puts it, is still, you know, the best way to look at it, absolutely. Aujourd'hui, la psychanalyse a perdu ses maîtres et ses disciples de la période héroïque, mais elle s'est implantée dans tous les pays démocratiques de la planète. Née de la philosophie des Lumières, du romantisme et de la contestation du nihilisme thérapeutique, elle a su se mettre à l'écoute du malaise collectif et de la souffrance individuelle. Et pourtant,
elle est toujours en butte à de nouvelles attaques. Contestée par les adeptes d'un retour aux formes primitives de psychothérapie, d'hypnose ou de magie, et par les tenants d'une explication purement mécanique du corps et de l'esprit, elle a cependant été adoptée par plus de 25 000 praticiens dans le monde et par des milliers de patients. C'est à eux, à ces praticiens anonymes et à leurs patients que ce film est dédié, car c'est eux qui réinventent au jour le jour le grand souffle de l'utopie freudienne. Notre site internet consacre un dossier